Merci d'être présent pour cette deuxième conf 42 AI. La prochaine est déjà sur l'intra. C'est Kevin Caprimis qui fera une présentation sur les réseaux de neurones récurrents. Donc inscrivez-vous. Aujourd'hui, c'est Aimergence, une start-up qui fabrique un petit robot qui s'appelle E4, qui est un robot gardien intelligent. Et du coup, aujourd'hui, on a David et Hanan qui vont nous parler des machines à vecteurs de support. Donc, je laisse la parole aux spécialistes et bonne conférence. Bonjour à tous. Donc, merci d'être venus. Ce qu'il faut savoir sur cette conférence, c'est que les SVM, donc les vecteurs support, c'est vraiment appliqué, quoi. Donc, nous, on l'utilise clairement dans notre logiciel. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc, juste pour que vous compreniez un peu le contexte dans lequel on est. En fait, on est une entreprise donc, spécialisée en intelligence artificielle et robotique. Donc, on est une jeune entreprise, c'est-à-dire on a un an. Donc, on conçoit des robots autonomes et on a une partie un peu bureau d'études où on va essayer de conseiller les entreprises dans la réalisation, de développement de certains algorithmes ou de choix techniques qu'ils auraient besoin. Ça va être un peu lourdingue, là. Notre robot en fait principal, c'est notre application principale, c'est ce qu'on développe en interne. C'est le robot qu'on voit un peu dans le coin, enfin quand l'image n'est pas en noir. Et en fait, son objectif principal, c'est un robot vraiment intelligent. En fait, il est fait pour la maison et pour les sociétés. Il va se balader dans votre logement et va détecter les intrus. Donc en fait, il détecte déjà les personnes, donc il sait différencier une personne d'un animal. Et également, il va vous reconnaître avec votre visage et votre voix. Donc il n'y a pas besoin d'installer, l'éteindre. C'est comme si on avait un chien de garde un peu à la maison. Donc voilà, c'est vraiment autonome et c'est un peu le principe de finalement du chien de garde qu'on a chez soi, quoi. Mais qui n'a pas besoin de faire de besoin, quoi. Donc, en plus de ça, en fait, il fait aussi la détection des, on va dire des accidents domestiques. C'est-à-dire si vous avez votre machine à laver, vous avez une inondation chez vous, en fait, le robot il circule, il va détecter qu'il y a de l'eau au sol et il va vous alerter, en fait. Donc et de même sur les risques d'incendie. Donc si vous avez un départ de feu, il va détecter qu'il y a des flammes grâce avec ses caméras et donc il va vous prévenir et vous pouvez appeler la police ou la gendarmerie. C'était presque stable. On essaie de plus bouger, on est bon, à peu près. Donc la problématique générale, c'est un mot de présentation, c'est une problématique de classification. Donc en fait, l'idée c'est que vous avez chez vous des exemples d'hommes et de femmes. Vous avez des exemples d'hommes et de femmes, et donc vous recevez un nouvel exemple. Par exemple, vous avez une nouvelle image, et vous voulez savoir si c'est un homme ou une femme. Et donc en fait, par exemple, donc vous devez finalement dire dans quelle classe, c'est-à-dire c'est le terme technique qu'on utilise, cette personne appartient. Voilà. Donc c'est une problématique générale. Il y a plusieurs algorithmes qui permettent de faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les SVM sont des algorithmes très utilisés parce qu'ils ont des très bonnes performances de généralisation. Donc c'est-à-dire de dire qu'est-ce que c'est finalement un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, quoi. Voilà. Donc voilà, donc le principe c'est donc classification. Donc on a par exemple une image et on va savoir si c'est un homme ou une femme. Il y a plein d'applications en fait. Il y a l'application aussi médicale par exemple. Il y a différents critères par exemple biologiques où on va voir l'âge, par exemple le taux de cholestérol, ce genre d'informations. Et on va se demander est-ce que la personne par exemple a une maladie ou un cancer, etc. Donc en fait l'idée générale c'est vraiment voilà, on a un objet, on veut savoir si par exemple le patient est malade ou pas, si appartient à un certain groupe ou pas. Donc en fait, de façon générale, en fait, on différencie différents types de classification. Et la classification, on va dire binaire, c'est-à-dire qu'on doit juste faire un choix entre deux possibilités, donc un homme ou une femme. Il y a la classification, le multiclasse en fait. Donc c'est juste une extension où on va avoir plusieurs classes, donc par exemple un homme, une femme, un chien. Et après, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est la classification des systèmes ouverts. Donc les systèmes ouverts, c'est en fait, on peut aussi avoir des données,
qui n'appartiennent à aucune des classes. Et donc on a besoin de savoir les exclure. Par exemple, nous, dans notre cadre applicatif de notre robot, ben, on veut reconnaître les gens. Donc on veut par exemple reconnaître moi, on veut reconnaître une personne en particulier, mais on va avoir un inconnu. Et on va dire, cet inconnu, on veut dire que ça soit un inconnu. Et donc c'est vraiment un système ouvert, donc c'est un peu plus compliqué, puisqu'en gros, on veut vraiment distinguer, se dire, est-ce que j'appartiens à une classe et avec quelle qualité. Ok. Donc le principe... ça a sauté. Ok. Il y a des choses qui ont sauté. Ok. Le principe général du SVM, il est assez simple. En fait, vous avez un espace de données qu'on voit sur la gauche, où ça va être des points caractéristiques. Et vous avez un autre espace de données qui est les hommes. Donc par exemple, juste pour vous donner des idées, on pourrait dire, sans travailler sur une image, on peut dire par exemple une personne est déterminée par son poids et sa taille, et on veut déterminer est-ce que c'est un homme ou une femme. Donc si on prend juste deux critères qui sont assez simples, le poids et la taille, effectivement ça ne marchera pas très bien, et donc parce qu'on sait bien que c'est pas les seules caractéristiques possibles. Donc du point de vue concret, en fait, nous quand on a une image par exemple, on a ce qu'on appelle des méthodes qui vont calculer des features, donc c'est les caractéristiques de ce qui définit une personne, et c'est avec ces features-là qu'on va essayer de classifier une personne. Voilà. Donc on a une caractéristique d'une personne qui est définie par ces éléments. Donc ces éléments peuvent être en une dimension, deux dimensions ou n dimensions. Donc les dimensions, c'est le nombre finalement de caractéristiques qui correspondent à un point d'observation. Voilà. Donc le principe du SVM, il est assez simple, c'est que on a différentes données qui sont par exemple là dans un espace 2D, et on va vouloir séparer cet espace par un plan. Donc là, une ligne en fait. Donc on voit les points verts, par exemple, c'est les femmes, les points jaunes, c'est les hommes, et on veut trouver le meilleur plan qui va séparer ces deux classes. Donc en fait, ce plan, il doit avoir comme propriété simple déjà de bien séparer, donc c'est-à-dire que toutes les femmes sont par exemple à gauche et tous les hommes sont à droite, et en plus avoir la propriété de maximiser la distance, c'est-à-dire que l'écart entre les deux classes. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a la ligne rouge qui est en fait la ligne séparatrice. On dessine en fait deux droites qui correspondent finalement à la bordure de l'espace de données. Donc là, la bordure des femmes, ça va être la ligne verte, et la bordure des hommes, c'est la ligne jaune. Ces deux plans doivent être parallèles, doivent avoir la propriété d'être parallèles à l'axe, et ça va nous donner l'écart. Et plus cet écart est grand, plus on peut se dire qu'on a bien réussi notre coup, puisque en gros, ça veut dire qu'on a bien su différencier deux classes. Donc c'est vraiment ça qu'on veut faire. Donc c'est trouver ce plan, et en plus calculer cet écart-là et le prendre le plus grand possible. Voilà. Donc si vous avez compris ce concept-là, ben, c'est assez simple après. Parce qu'en gros, c'est juste de la géométrie, on le voit avec les mains, et après tout ce que vont faire les maths derrière, c'est résoudre ce problème technique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est important, si vous comprenez ça, vous avez compris l'idée générale des SVM. Après, ce que je vous ai expliqué un peu, c'est les maths, et on va avoir des extensions, et comment l'utiliser. Bonjour, est-ce que vous utilisez OpenCV3 pour la reconnaissance d'image? C'est quoi votre... Alors, pour répondre à votre question, on vous présentera après plus loin les librairies qu'on utilise pour faire du SVM. Donc OpenCV, c'est donc une librairie générale pour faire du traitement d'image. Donc nous, on utilise plutôt OpenCV dans certaines parties, mais on n'utilise pas forcément OpenCV pour faire ça, puisqu'il y a des librairies un peu spécialisées avec des features un peu particulières qui nous intéressent. Donc OpenCV, en fait, c'est une bonne librairie, mais en fait, sur certains algorithmes, c'est pas tous les algorithmes d'état de l'art, puisque OpenCV, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont quand même, c'est une librairie un peu connue, donc ils ont un processus d'inscription des nouvelles fonctions. Donc d'abord, les personnes prouvent du point de vue de la recherche que ça fonctionne bien, et ensuite il y a l'intégration OpenCV. Donc nous, de façon générale, il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas d'OpenCV parce qu'on on va aller chercher les nouveaux articles qui viennent de sortir cette année ou l'année d'avant. Donc généralement, c'est le décalage qui est dû en fait au fait de confirmer en fait les git pull, enfin les pull requests, etc. Voilà, et même aussi les articles de recherche. Par exemple, il y a un nouveau chercheur qui vient de faire un nouvel algorithme spécifique pour certaines parties de traitement d'image. Il va sortir en 2016, et voilà, OpenCV, il va avoir un peu de temps avant de l'intégrer. Parce que déjà, il faut que les gens disent est-ce que c'est utile ou pas, et ensuite qu'ils l'intègrent. Et donc là, il y a un processus de validation qui est un peu lourd. Voilà. Donc dans OpenCV, il y a beaucoup de fonctions. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure.
où pour l'image, on veut déterminer déterminer en fait les caractéristiques d'une personne avec une image. En fait, ce que fait OpenCV, il y a certaines fonctions qui prennent l'image et il la convertit dans un vecteur qui correspond aux caractéristiques d'une personne, qui n'est pas l'objet de cette conf, mais voilà, il y a beaucoup d'articles qui font ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous entendez quelque chose? Oui, c'est bon. Puisque vous dites que ça c'est la base, il faut le comprendre, donc je pinaille un petit peu. Est-ce que c'est juste l'écart qu'on veut voir ou est-ce qu'on tient compte de la position des points? Parce que si c'est juste l'écart, c'est pas optimum. Là, il faudrait que ça passe par la ligne verte devrait passer par le point juste en dessous. Tout à fait. Là, j'ai fait juste un exemple juste avec la main. Donc effectivement, là, c'est pas optimisé. J'ai pris juste les points comme ça à la main. D'accord. Parce que si c'était le barycentre des points, là, par contre, bon. Voilà. C'est pas dû au barycentre. C'est vraiment les points frontières qui nous a intéressés. C'est pour ça qu'on appelle les vecteurs supports, c'est les vecteurs frontières. C'est vraiment ça qui sont intéressants. Donc là, ce qu'on cherche, c'est vraiment maximiser l'écart. Et donc, en fait, des plans, il en existe en fait une infinité. Et donc, l'algorithme d'optimisation qui va résoudre ce problème, il va déterminer en fait le meilleur plan. Et effectivement, généralement, il va trouver le bon exemple. Là, c'est juste, je l'ai fait à la main, donc faut m'excuser. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, des choses qui sont pas claires ou vous voulez des compléments d'explication. Donc le principe général maintenant, c'est je vais vous expliquer quel est le plan. Donc je suis désolé, on va faire un petit peu de maths. Je vais essayer d'aller doucement sur les rappels. Donc je commence très doucement avec la définition des vecteurs, parce que je ne sais pas si tout le monde est habitué aux définitions mathématiques. Donc en gros, nous, en fait, on travaille de façon générale avec des vecteurs. Donc les vecteurs, ça permet de représenter un point dans l'espace, par exemple. Ça s'applique dans beaucoup de choses, mais par exemple ici, en fait, on voit sur les schémas, donc on a des vecteurs qui définissent ce point dans l'espace avec ses coordonnées. Donc en 2D, par exemple, on va avoir le point 1 à gauche qui va être de coordonnées 1, 2, et le point B qui va être de coordonnées 0, 3. 3, 0, pardon. Donc le principe général, ce qui va nous intéresser dans l'application en fait, des SVM, c'est bien comprendre déjà la définition du produit scalaire et ses propriétés. Donc le produit scalaire, pour rappel, c'est donc la somme des produits des différents vecteurs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, le produit scalaire, c'est un critère géométrique et il a une propriété assez intéressante, c'est que quand on fait le produit scalaire et ce produit scalaire est égal à nul, à 0, vous pouvez dire que ces vecteurs sont perpendiculaires. Ok. Donc l'idée, c'est dans cet exemple-là, en fait, si vous voyez l'exemple, vous prenez 0, 2 et 3, 0 et vous allez voir que le produit scalaire il est égal à 0. Cette propriété est vérifiée. Elle est vérifiée aussi dans tout espace de n dimensions. Donc si par exemple vous êtes en 3 dimensions, en 4 dimensions, 5 dimensions, ce que vous voulez, quand vous avez deux vecteurs, ils vont avoir un produit scalaire nul. Voilà. Donc ça va être utile pour expliquer en fait la définition du plan, puisque comme je vous ai dit, nous ce qu'on cherche c'est déterminer le plan qui sépare les points. Un plan, comment c'est défini? En fait, le principe général du plan, il est assez simple, c'est que une fois qu'on a compris que le produit scalaire il est nul quand c'est perpendiculaire, un plan on définit la normale au plan et on va savoir que tout vecteur qui est dans le plan est perpendiculaire à la normale du plan par sa définition. Donc en fait, on va avoir la propriété que le produit scalaire d'un vecteur doit être nul pour appartenir au plan. Voilà. Que c'est clair. Oui. Donc en gros, on va avoir la propriété générale d'avoir le produit scalaire nul. Il y a une formulation un peu spécifique, donc en fait c'est juste le changement de repère dans le repère du plan, puisque le plan est défini donc par sa normale. Mais en fait, il faut définir un point en plus, parce que si on fait des translations comme ça, ça n'appartient pas au plan. Donc on définit un plan par sa normale et le point qui appartient à son plan. Voilà, c'est les deux informations qui nous intéressent. Et donc une fois qu'on a ce point, on fait comme si c'était en fait un référentiel, ce point de référence. On se met comme si c'était le centre du plan. Il n'y a pas de centre à un plan, mais c'est comme si c'était le centre du plan. Et ensuite, on se met dans ce repère-là et on voit que tout point, si on veut faire un test, tout point de l'espace, si on veut qu'ils appartiennent au plan, il doit avoir le produit scalaire qui est nul. Donc on fait d'abord un changement de référentiel en faisant x moins x0. Donc ça nous ramène dans le référentiel du plan. Et après, on fait un test par rapport à la normale. Et on fait le test par rapport à la normale, et c'est égal à 0. Donc dans l'exemple qu'on a là, on voit que le vecteur x, il est dans le plan, on va avoir un vecteur nul.
et Y qui est un peu en hauteur, penché en 3D, ben, il ne va pas appartenir au plan. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc en termes de formulation, on l'exprime parfois de cette formule qu'on voit en bas, c'est-à-dire qu'on a W de X plus B. On a fait juste un changement de repère, mais c'est pour exprimer, c'est comme une droite en fait. Donc on a un vecteur plus un coefficient. Donc ça, c'est la définition d'un plan. Voilà. Il y a une propriété qui est intéressante des plans, puisque je vous ai dit que les deux vecteurs de frontières au niveau des SVM, en fait, ils devaient être parallèles, et qu'on veut effectivement maximiser finalement la distance entre ces deux plans, puisque ça correspond au gap entre les différentes classes. En fait, nous, on va vouloir calculer la distance entre ces plans. Donc sans vous prouver mathématiquement comment on obtient cette distance-là, en fait, la distance, elle est obtenue de cette façon-là. Donc si on a deux équations du plan qui sont définies comme ça, qui sont parallèles, donc comme ils sont parallèles, on a le même vecteur normal, puisque en fait, c'est juste une translation par rapport au vecteur normal. En fait, on va avoir cette distance-là. Donc ce qu'on constate, c'est si on a deux plans, donc les deux plans qu'on va appeler plus tard, qui sont relatifs au vecteur, on va avoir cette distance-là. Et nous, ce qu'on va aller chercher, c'est maximiser ce vecteur-là. Voilà. Donc si on revient au SVM, voilà. Si on revient au SVM, voilà, on va définir les deux vecteurs supports. Donc première chose, on définit ces deux vecteurs comme des plans. Deux propriétés, ils ont W, puisque c'est des vecteurs normés. Et on sait aussi, c'est une autre propriété qu'on peut ajouter, qui sont symétriques par rapport au plan de référence. Donc le plan médian de séparation, on suppose on a le plan médian de séparation qui différenciait entre les deux classes, entre la classe par exemple des hommes et des femmes. Ben, on veut que les deux plans soient symétriques. Voilà. Donc pour être symétrique, en fait, il faut qu'il soit égal à un certain coefficient. Donc on met plus A, moins A. Le plus A et moins A n'a pas trop d'importance en fait. Donc dans la nomenclature, on met généralement 1. Donc on fait W de B est égal à 1 et W de B est égal à moins 1. C'est juste pour dire, voilà, ben, il y a deux plans qui sont séparés et voilà. Donc il y a un changement, si vous voulez montrer ça, il y a un petit changement de variable que vous pouvez faire qui montre que c'est équivalent. Voilà. Donc une fois qu'on a les deux équations de ces plans-là, maintenant, avec ces deux équations-là, on va pouvoir exprimer notre problème, puisqu'on a le critère de distance et on a le critère des plans. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ces deux équations-là, je vais vous montrer comment le critère d'optimisation en fait du SVM. Donc c'est, je veux maximiser le gap. Donc comme je vous ai dit, il y a les deux plans, donc P1, P2. Dans la première étape, c'est ce qu'on a vu juste précédemment. Je les mets juste dans un petit changement en mettant les plus et moins de l'autre côté. Et la distance, on l'obtient tout de suite, puisque c'est la formule que je vous ai montrée 2 slides avant. Et on va obtenir la distance suivante. Donc 2 sur la norme de W. Donc on voit en fait que finalement la distance entre ces plans-là dépend que de la normale au plan. Ok ? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que comme on cherche à maximiser cette distance-là, si on inverse en fait la maximisation, ça correspond à minimiser la norme du vecteur normal. Donc le critère d'optimisation, c'est juste minimiser la norme du vecteur normal. Voilà. Parfois, si vous regardez un peu dans la littérature, parce que le problème, on veut le résoudre après un peu de mathématiques, on retrouve cette forme-là, qui est équivalente en fait, donc qui est 1/2 de la norme au carré. C'est pour éviter les racines carrées. Puisque sur une norme, en fait, il y a la racine carrée. Et les racines carrées, quand on veut les résoudre, parfois c'est embêtant. Donc on la fait supprimer puisque ça n'a pas d'impact. Donc en fait, ça correspond à la somme des carrés du vecteur normal. Voilà. Est-ce que ça va ? Donc ça, c'était le critère d'optimisation. Donc qu'est-ce qu'on souhaite optimiser ? Mais en fait, tous les plans ne sont pas valides. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a la contrainte forte qu'on veut que pour un plan, on veut avoir toutes les données à gauche du plan et toutes les données à droite du plan pour l'autre classe. Donc c'est ce qu'on voit là. On veut avoir la contrainte que pour chaque point, on soit à gauche du plan vert et à droite du plan jaune. Voilà. Donc ça s'exprime de façon mathématique, de façon simple, avec des inéquations qu'on voit ici. Donc inférieur à 1 et inférieur à moins 1. Donc c'est juste dire je suis à gauche ou à droite du plan. C'est aussi simple que ça. Donc si on résume, en fait, tout ce qu'on souhaite faire,
Et c'est assez simple, c'est dire, on veut minimiser la normale, et ensuite on veut respecter les inéquations qui correspondent à être du bon côté du plan ou pas. Voilà. Donc les SVM, c'est juste ça. Donc pour tout point, on vérifie les contraintes et on optimise la normale. Donc maintenant, il suffit de calculer la normale et les points B. Voilà. Oui. Alors, excusez-moi. Donc juste pour comprendre pourquoi est-ce que la frontière ne suffit pas, pourquoi est-ce qu'il faut maximiser l'écart de part et d'autre de la frontière? Parce qu'en fait, des frontières, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, il peut en avoir plusieurs en fait de frontières possibles. Puisque si on reprend par exemple l'exemple qui est ici, des frontières, vous pouvez en dessiner beaucoup. Par exemple, vous pouvez définir une frontière qui va comme ça. Vous pouvez définir une frontière, qui va comme ça, à peu près, qui est tangent. Donc en fait, vous en avez une infinité de valides de séparation. Mais en fait, ce qu'on se dit, c'est que plus l'écart entre les frontières est grand, mieux c'est. Parce qu'on se dit comme ça, c'est le meilleur critère de séparation. C'est comme si vous disiez, vous aviez les verts ici et les jaunes tout en haut. Ben, plus c'est écarté, plus visuellement même, nous, êtres humains, on se dit, bien c'est super écarté, donc c'est bon. Donc l'idée, c'est ce qu'on a visuellement, c'est de se dire, l'écart, il doit être important parce que c'est plus simple pour nous à distinguer. Si par exemple tous les points étaient vraiment très proches, ben, nous, on a du mal à se définir la frontière. Mais quand ils sont très éloignés, on n'a pas de problème. C'est un peu ça l'objectif. C'est un peu plus clair? D'autres questions? Oui. Un point où on pourrait pas définir un point par exemple qui se mettrait ici quoi. Par exemple. Oui, non, entre les deux lignes, un point qui serait au milieu. Entre les deux, voilà. Alors justement, le critère, c'est que en gros, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la ligne rouge en fait au final. C'est la ligne rouge. La ligne rouge, c'est la moitié, la médiane entre ces deux plans. Et le critère, c'est de dire, si c'est tout pile sur la ligne rouge, ben, vous pouvez prendre un au hasard, mais il faut que ça soit vraiment tout pile. Sinon, le principe, c'est tout ce qui est à gauche de cette ligne, c'est les femmes, et tout ce qui est à droite, c'est les hommes. Même sur cette petite partie-là. En fait, c'est ce qu'on appelle la généralisation du SVM, où on va dire, ben, tous les points qui sont à gauche, là, donc, qui normalement, on n'a pas de données, on va quand même les considérer dans le domaine. Voilà. Mais on voit bien aussi dans cette approche-là qu'on va mapper tout l'espace avec le SVM. Donc si par exemple, admettons que vous aviez que quelques points comme ça, peut-être que en fait tous vos points sont concentrés ici. Et que si vous aviez un nouveau point qui apparaissait là, normalement il ne devrait pas appartenir à l'espace. Donc par exemple dans les systèmes ouverts, peut-être vous avez 2 clusters de points comme ça, mais en fait le point inconnu il arrive là, votre SVM va dire qu'il est du bon côté de la médiane, mais ça va être incorrect. C'est pour ça qu'il y a d'autres problèmes qui apparaîtront. On en reparlera un peu après. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand les deux nuages de points se survolent? Pardon, je vais pas mettre de main, mais l'idée se superposent, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir des points jaunes qui vont être là et on va pas trouver de médiane séparatrice. Oui, qui vont être mélangés. Ouais. Je vais en reparler un peu plus loin. Donc le SVM, là, c'est la première application du SVM où il faut trouver une médiane séparatrice. Et donc votre problème, s'il n'y a pas de médiane séparatrice, le SVM dit échec. Pas de problème. Le SVM va vous dire, le programme va vous dire, il n'y a pas de solution. Par contre, il y a une variation, c'est ce que je vous explique dans 2-3 slides, qui va vous résoudre ce problème-là. Parce que ça arrive très souvent, en fait. Et vous cherchez donc à séparer ces espaces forcément par une seule droite, enfin un seul plan, en fait. Ouais, un hyperplan, tout à fait. Donc oui, ok. Donc et quand il y a plusieurs classes, en fait, ça ne marche pas. C'est du binaire, mais après il y a une extension du SVM qu'on va vous expliquer aussi, qui va marcher avec du multiclasse. Et où il y a plusieurs plans qui séparent plusieurs familles ou... Il y a plusieurs solutions qu'on vous présentera. Effectivement, il y a une des solutions, c'est de faire plusieurs plans. Il y a différentes méthodes pour faire ça, mais la base du SVM, c'est juste 2 classes. Si vous en avez plus que 2, ça ne marche pas. Si ça superpose, ça ne marche pas. Mais je vais vous présenter justement ça, c'est les limites de la méthode là, et il y a des astuces pour justement contourner ces limites. De la même façon, si vous avez des espaces qui ne sont pas définis par des droites, je vous expliquerai aussi qu'il y a des méthodes qui permettent de résoudre ça. Voilà, ça va venir. Donc on a le problème mathématique qui est là. Donc ce problème mathématique, je ne vais pas vous expliquer comment on résout mathématiquement le problème, parce que là il faudrait rentrer un peu plus dans le détail.
Je pense pas qu'on va rester 3 heures sur la résolution de l'optimisation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder, c'est les méthodes d'optimisation quadratique, puisqu'en fait, les problèmes, c'est un problème d'optimisation quadratique. Il y a différentes méthodes, un peu de mathématiques avancées qui permettent de résoudre ça de façon itérative. Et donc, en fait, du point de vue de la perfo, quand on l'utilise vraiment, c'est assez rapide, quoi. C'est vraiment très rapide pour résoudre le problème. Donc voilà. Donc la question sur les données non séparables, c'est-à-dire qu'on a une grosse séparation. Donc c'est l'exemple qu'on a là. Donc, vous avez de la superposition entre vos données et on va pas trouver une droite. Vous allez chercher toutes les droites possibles et il n'y en a aucune droite qui va matcher. Donc là, le SVM que je vous ai expliqué, ben, il va pas marcher. Donc en fait, la première idée qu'on peut se dire, ben, c'est de se dire, bon, on était un peu quand même dur en disant que c'était une contrainte vraiment obligatoire à respecter. Donc l'idée, c'est de se dire, ben, on va pas faire qu'une contrainte dure, on va faire une contrainte souple. C'est ce qu'on appelle en anglais soft margining. Donc le principe, c'est de se dire, ben, on va relâcher cette contrainte-là, et par contre, on va pénaliser. Donc pour tous les points en fait qui respectent pas la contrainte, on ajoute pénalité. Donc comment ça fonctionne déjà la relaxation? Donc on relaxe le problème sur les équations ici, donc l'équation d'inégalité, en disant, ben, on peut créer un nouveau paramètre qu'on appelle DI. Donc c'est un paramètre qui est à calculer aussi par le système d'optimisation, qui va dire, ben, ok, si je respecte pas la contrainte, c'est pas grave, je peux mettre ce que je veux comme valeur. Donc même si j'ai un point qui est à l'autre bout de l'espace, très très loin, ben, c'est pas grave, celui-là, je peux aussi dire que je l'accepte. Mais si je l'accepte, ben, je vais avoir une pénalité. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la fonction de coût. Donc là, le DI, ça correspond à une sorte de distance. C'est pour ça que j'ai noté D. Donc c'est une distance par rapport à la bordure. Et de se dire, ben, si plus on est loin de la bordure, plus on va la pénaliser. Voilà. Donc le principe, c'est ça. Donc on essaie de minimiser une distance. Et donc la distance, en fait, elle est positive. Donc comme on essaie de minimiser, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir la distance qui est égale à 0. Voilà. Donc l'objectif principal, c'est ça. Donc si, par exemple, tous vos points sont séparés, ça revient au même qu'avant, puisque en gros, on va trouver un DI qui va être égal à 0. Mais si c'est pas le cas, on va avoir des problèmes. Et donc la pondération, on a un critère de pondération, c'est de dire plus on a un point qui est loin, plus on va le pénaliser ou pas. Donc si vous mettez par exemple un C qui est très très grand, en fait ça veut dire le moindre dépassement possible, eh ben, on va le pénaliser très très fort. Donc si vous mettez par exemple C qui est égal à, je sais pas, 1 million, ben, vous allez avoir ici, dès le dépassement, vous allez presque le refuser. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc le principe, c'est juste pénaliser les dépassements, enfin, les superpositions, et vous avez dans la pratique ce coefficient C à régler. On vous expliquera aussi comment régler ce paramètre C. L'autre cas, c'est que les données sont séparables, mais en fait, sont pas séparables par une ligne droite. On voit dans cet exemple-là que nous, à la main, on fait un petit cercle autour des données rouges et c'est bon, quoi. Enfin, ça sépare bien et on a trouvé une séparation entre les petits carrés et les petits cercles. Donc ça, à la main, nous, on arrive à le faire intuitivement. Donc l'idée, en fait, du SVM, il va se dire, au lieu de faire une ligne droite, nous, ce qu'on aimerait, c'est utiliser des cercles en plus. Donc, au lieu d'utiliser des cercles et des choses comme ça, on va essayer de se positionner dans un nouvel espace. On va pouvoir séparer aussi avec un plan, à nouveau. Donc, c'est vraiment cette idée-là. On va essayer de prendre ces points-là, on les déplace avec une fonction, donc tous les points. Donc, par exemple, ici, on a une fonction qui va transformer ces points-là dans l'espace en 3 dimensions. Donc, on l'a en place de 2 dimensions à 3 dimensions. Et en les étirant comme ça, on arrive à trouver un plan, clac, qui va séparer les 2 espaces. Voilà. Donc cette fonction de transformation, on peut choisir en fait ce qu'on veut, entre guillemets, puisqu'en gros, toute fonction de transformation est bonne. De façon générale, en fait, il existe des fonctions de transformation, entre guillemets, classiques, que je vais vous expliquer. Donc ce qu'il faut savoir avant d'arriver au niveau de la transformation, c'est que là, je vous ai expliqué qu'il y a une fonction de transformation pour changer en fait dans ces points dans l'espace. Mais quand on met cette transformation dans les équations, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin d'avoir la transformation T en elle-même. Cette fonction de transformation, on n'a pas besoin de l'avoir, mais ce qu'il faut avoir absolument, c'est le produit scalaire de ces transformations. Je ne vais pas rentrer dans les équations pour vous montrer ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au lieu de dire T, en fait, on dit en général le produit scalaire entre ces transformations, on appelle en fait le kernel, donc le noyau. Donc dans tous
tous les articles, vous allez voir à chaque fois, oui, il y a des noyaux, etc. dans le SVM. Les noyaux, c'est juste l'idée de on se transforme dans l'espace. Et ces noyaux-là, c'est le produit scalaire de ces transformations. Donc il existe plusieurs noyaux classiques en fait, qui sont très utilisés, en fait, qui sont implémentés dans toutes les librairies. Donc quand vous allez utiliser une librairie, il vous proposer plein de noyaux. Et ces noyaux-là, vous n'avez qu'à les choisir. Donc le noyau qu'on a appelé linéaire, donc c'est celui que je vous ai présenté tout au début. Finalement, c'est un cas de transformation qui est simple. Voilà, c'est le noyau de produit scalaire classique. Vous avez des noyaux gaussiens. Donc on va avoir une formule gaussienne qu'on retrouve en bas. Donc ça peut vous donner des formes un peu comme ça. Vous voyez qu'en fait, vous avez des sortes de concentrations, entre guillemets, des points dans l'espace, qui est autour d'un sommet et ça commence à se disperser. Et vous avez des frontières en bleu. Vous avez des kernels exponentiels. Donc c'est un peu marrant parce qu'en gros, il y a plusieurs kernels qui font ça, mais même si vous avez vos points qui définissent des spirales, vous pouvez trouver une fonction qui va caractériser ça quand même. Donc même des spirales, on peut les séparer. Il suffit de trouver le bon espace. Donc les exponentiels répondent bien à ce problème-là. Et vous avez les kernels aussi polynomiaux qui vous permettent de séparer les données. Donc c'est ce qu'on voit là. Donc ça s'étend et ça se dégrade petit à petit. Donc vous avez plein de kernels. Vous pouvez même inventer votre propre kernel si vous êtes inventif. Il y a certaines propriétés à respecter. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec le kernel parce que pour le coup, il doit respecter la notion de produit scalaire. Donc voilà. Mais en général, c'est les plus connus. Il y en a quelques-uns d'autres, je ne vais pas les détailler. Mais c'est ça qui est vraiment utilisé pour, on va dire, dans la pratique, pour séparer les données. Du coup, l'intérêt d'utiliser un kernel plutôt que de manuellement rajouter des nouveaux points qu'on aurait créés en faisant une transformation des précédents, c'est un coût computationnel qui est... Le kernel, c'est juste une représentation parce qu'après, dans le framework, en fait, ils utilisent, pour résoudre les problèmes, en fait, ils utilisent que ces fonctions-là. Donc, en fait, dans les équations, en fait, la fonction de transformation n'est pas utilisée. Donc, du point de vue du calcul, on ne l'utilise pas. Si on va dans les équations, on ne l'utilise à aucun moment, en fait. On n'utilise que le produit scalaire. Donc, ils utilisent directement le produit scalaire. Voilà. C'est pour ça qu'on utilise le kernel, en fait. Mais c'est pas une question. Enfin, on pourrait dire que c'est du calcul aussi, mais en fait, c'est plus que, voilà. Après, dans les équations, c'est naturel comme ça et ça a été défini comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, c'est important vraiment de comprendre bien ce que c'est les kernels, parce que c'est très utilisé. Donc, il y a beaucoup de notions autour des kernels et de leurs propriétés. Voilà. Donc, chaque kernel, en fait, ont des propriétés, des paramètres. Ce qu'on voyait, gamma, p, q. Et donc, les kernels, il faut aussi choisir ces paramètres. Donc, tout ce que je vous ai présenté, à chaque fois, le kernel, c'est magique, ça vous transforme comme ça, mais quels paramètres on met à p et q? Donc, tout dans la recherche, dans la configuration du système, ça va te dire, OK, je peux prendre ce kernel-là, mais quels paramètres je donne? Parce qu'en gros, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Voilà. Donc là, Anan va prendre la suite et vous expliquer en fait toutes ces notions que je vous ai expliquées, c'est-à-dire finalement, comment on choisit ces paramètres, comment on valide, dans le concret, en fait, comment on fait. Maintenant qu'on a montré qu'on pouvait faire des séparations, que le principe général, c'était juste une ligne droite et que derrière, on pouvait l'étendre à d'autres concepts, on peut partir sur la réalisation concrète. Bonjour. Donc, je vais continuer et je vais vous montrer un exemple d'implémentation avec Python en utilisant une librairie qui est très connue pour faire l'apprentissage machine qui s'appelle scikit-learn. Donc, concrètement, l'implémentation de SVM n'est pas très compliquée parce que comme c'est très utilisé, il y a beaucoup de librairies qui implémentent déjà ça et qui sont faciles à prendre en main. Donc, par exemple, là, c'est un petit bout de code. Là, on importe le SVM de sklearn. Après, on fait la définition ou la création d'objets de classification avec une fonction SVM. Là, on peut choisir le kernel et les paramètres C et gamma. Pour le moment, ça, c'est constant. OK. Donc, on va, avec un modèle.fit, on va apprendre, entraîner le modèle avec les données d'apprentissage. Donc, j'ai pas dit ça, j'ai oublié. En fait, on suppose qu'on a
une matrice X qui contient les caractéristiques que David a déjà expliquées, Y qui contient les labels, donc les classes, deux classes, on va dire, et Xtest qui contient une matrice des caractéristiques test, donc des exemples qu'on ne connaît pas. OK? Donc, avec modèle.fit, on peut apprendre et donc créer un modèle qui va séparer les données qui existent dans X. OK? Modèle.score, score, c'est une fonction pour calculer le score de reconnaissance sur les données d'apprentissage. Donc, c'est le taux de classification. OK? Et finalement, avec predict, on peut sortir les classes. OK? Oui. So I'm not sure why you need gamma for linear kernels. Yeah, I just put this like this. It's not. It's a mistake. Yeah, we didn't even speak about gamma. So, oh, we did. Yeah, we did. I know. Yeah. Bon, ok. Bon, comme j'ai dit, ici, là, on a des paramètres qui sont fixes, mais en fait, on ne peut pas savoir quels sont les paramètres qui sont le mieux optimisés pour chaque jeu de données. Donc, dépendant aux données qu'on a, on a besoin de différents kernels, différents paramètres C et gamma. Et pour ça, on a besoin de faire une sélection de modèles. Donc, pourquoi on a besoin de faire une sélection de modèles? Parce que déjà, on ne sait pas c'est quoi les jeux de paramètres qui sont le mieux adaptés pour un jeu des données données. Parce que aussi, on ne peut pas appliquer une séparation linéaire pour des données qui ne sont pas linéairement séparées. Et aussi, quand on a des données qui sont linéairement séparées, on peut pas. Il faut éviter d'appliquer une kernel, un SVM non linéaire. OK? Et alors, comment faire cette sélection de modèles? Là, on parle de grid search. C'est de faire une combinaison des paramètres et des kernels et de faire l'apprentissage en utilisant ces paramètres et finalement trouver la performance, calculer la performance et choisir le jeu de paramètres ou de kernels qui donne le score le plus élevé. Oui. Donc, si on a des données d'apprentissage et de test, on peut faire ça. Donc, en fait, quand on a des données d'apprentissage, on peut trouver une combinaison de paramètres qui est optimale. Par contre, il faut éviter. En fait, si on change un peu les données d'apprentissage, on ne va pas pouvoir. OK. Il faut éviter, désolé, il faut éviter de faire un fitting aux données d'apprentissage. Ça veut dire que pour un jeu de données d'apprentissage particulier, on a un jeu de paramètres qui marche bien, mais si on change un peu les données, on ne va pas trouver les bons paramètres, ça ne va pas être bien. Et donc là, on parle de nested cross-validation. Donc, déjà, je veux expliquer un peu c'est quoi le cross-validation. On parle de k-fold cross-validation. Donc, on a les données d'apprentissage et ça sert à évaluer un modèle. OK? Donc, on va supposer... David, est-ce que tu peux continuer? Bon. En fait, sur les données, donc, on veut vraiment valider en fait les paramètres qu'on a, puisqu'en gros les paramètres qu'on a vus précédemment sur les paramètres, c'est ce que disait Hanan. Si vous avez si vous testez l'ensemble des données, enfin vous faites des tests sur l'ensemble des données, vous allez trouver le jeu de paramètres idéal. Ok. Donc ça dire, on va faire du fitting, c'est-à-dire même si on a un jeu de données quelconque, si on tire un autre jeu de données, on va pas avoir les mêmes paramètres, puisque c'est du hasard en fait, finalement.
Donc, pour éviter ce hasard-là de choisir les paramètres, on divise entre données d'apprentissage et données de test. Donc, les données d'apprentissage, c'est vraiment, on donne ça à l'algorithme avec un jeu de paramètres donnés. Et ensuite, on vérifie sur le jeu de test si on a des bons résultats ou pas. Donc, on fait ça, on a ce qu'on appelle des tirages, des folds en anglais. Donc, sur chacune des données, on va définir une partie apprentissage, une partie test. Donc, par exemple, on fait 10 tirages, donc apprentissage et test. On teste cette méthode-là pour un même jeu de paramètres donnés et on obtient des scores. Puisqu'on dit, voilà, on a un jeu d'apprentissage. Sur ce jeu d'apprentissage, l'algo, il apprend son modèle, il fait sa généralisation, donc c'est-à-dire, il fait la séparation des différentes classes et on vérifie sur ce jeu de test si ça a bien appris ou pas. Ok ? Donc, sur ça, on a ce score-là et c'est l'ensemble de ces scores-là qui va nous faire vraiment notre score. De cette façon-là, en fait, on va éviter de choisir un jeu de paramètres au hasard. Puisqu'en fait, c'est en tirant au hasard sur les données qu'on a qu'on va résoudre ce problème. Okay, donc ça permet vraiment, enfin, il faut bien le comprendre dans les données de test. Or, vous le verrez dans les librairies, en fait, il y a ça également. Donc, ils vous font automatiquement la cross-validation. Donc, vous donnez vos jeux de test et automatiquement, il vient chercher les données qui vont bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vraiment cette séparation. Le concept qu'il y a derrière, de dire entre données de test et d'apprentissage, pour éviter de choisir un modèle en fait qui est avec des paramètres qui n'ont pas été vraiment validés, quoi. Donc ça permet de vraiment tester la généralisation du modèle et pas juste les paramètres. Est-ce que c'est clair ? Pour la nested cross-validation, c'est un peu le même concept. Donc vous avez l'apprentissage. Dans l'apprentissage, vous séparez le valide et l'apprentissage et vous faites un score à nouveau. C'est exactement le même concept que sur les tirages, mais c'est pour valider aussi les paramètres. C'est vraiment le même concept. Voilà. Donc un exemple de nested cross-validation. Donc on a la base d'apprentissage qui a été divisée en trois zones, donc P1, P2 et P3. Ok. Et donc, sur ces zones d'apprentissage, on va essayer de tester toutes les combinaisons de P1, P2, P3. Donc, on va faire une base d'apprentissage P1, P2, puis une base d'apprentissage P1, P3, et une base d'apprentissage P2, P3. Et à chaque fois, la base de test, c'est l'élément manquant. Donc, l'idée, c'est donc pour le paramètre C, vous vous souvenez, c'est le paramètre de souplesse, justement, de séparation. Quand on se trompe, on va tester différentes valeurs, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on a une précision qu'on va avoir sur ces différents-là, et on va avoir la moyenne. Voilà. Ensuite, on la met dans donc là, on va dire, on va choisir 1 parce que ça va avoir le meilleur score. Voilà. Okay. Donc, les différents types de SVM. Donc, tout à l'heure, je vous avais expliqué que sur la séparation, on pouvait séparer juste 2 classes. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est séparer plusieurs classes, parce que dans la vie pratique, généralement 2 classes, ça arrive, mais souvent on a beaucoup de classes. Donc nous, par exemple, dans notre application concrète, on va avoir par exemple les personnes de la famille, donc différentes personnes de la famille, et on va vouloir identifier les différentes personnes de la famille, pour savoir est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ou pas. Voilà. Donc ça va être le multiclasse. Donc comme le SVM, il fonctionne que avec juste 2 classes, on va essayer de trouver des astuces pour faire fonctionner ce SVM avec du multiclasse. Donc, l'idée générale du multiclass, il y en a une première méthode, il y a différentes stratégies en fait pour faire du multiclass. La première, c'est ce qu'on appelle le 1 contre tous, qui est le principe est simple, c'est de se dire on prend une classe qui nous intéresse et on le fait jouer contre tous les autres. Donc, on prend par exemple ici la classe 1, donc on définit que c'est une classe et on a tous les autres qu'on considérait comme la seconde classe. Donc ça nous fait un classifieur SVM qui va nous dire si on est de la classe triangle ou pas. C'est comme si on disait on a la classe des triangles vs inconnu ou quelque chose comme ça. On fait ça pour chacun des classes. Donc on voit qu'on a finalement, si par exemple on a 3 classes, on va avoir 3 classifieurs SVM à calculer. Donc pour chacun des classifieurs SVM. Et donc pour chacun des classifieurs SVM, on va tester. Donc on va tester, par exemple, on a un jeu de données, par exemple un triangle. Et on va tester sur le classifieur 1, si le classifieur 1, il retourne triangle. Et ainsi de suite sur chacun des parties.
Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la classification finale, c'est celle qui va maximiser la classification. Ok. Donc finalement, c'est juste le principe, c'est juste dire le 1 contre tous, c'est dire on définit un SVM qui est dire ma classe qui m'intéresse contre tous les autres, comme si c'était les autres, c'est une classe. Voilà. Voilà. L'autre principe, qui est un peu plus coûteux en temps calcul par rapport au précédent, c'est de se dire, là j'ai fait un contre tous, mais ce que je peux faire, c'est faire des classes 2 à 2. C'est-à-dire, je vais prendre, donc j'avais mes triangles, mes croix et mes rectangles, et je vais essayer de trouver les frontières entre chacune des paires des classes. Donc on va tester la frontière entre les croix et les rectangles, entre les triangles et les rectangles et les croix, et ainsi de suite. Toutes des combinaisons 2 à 2 des classes. Donc on voit que là, en termes de classifieurs, on va en avoir beaucoup plus. Ok. Donc une fois qu'on a cette classification, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un système de vote. Donc le vote, c'est de dire finalement combien de mes SVM me retourne la classification qui m'intéresse ou pas. Donc là, on va dire, j'ai mon exemple avec un triangle, je l'ai lancé sur chacun des modèles, et mon résultat pour chacun des modèles, c'est, il m'a dit à un moment que c'était un carré, et 2 fois, il m'a dit que c'est un triangle, donc je vais prendre le max des occurrences, et ça va être le triangle. Ok. Donc c'est vraiment ce principe-là, donc il y en a d'autres méthodes pour justement séparer de petites classes, c'est 2 principales. Donc la première stratégie, c'est de se dire 1 contre tous, donc une classe contre tous les autres, ou dire 2 à 2, donc c'est comme si on créait plusieurs frontières en fait dans l'espace, donc pour chacun des couples, pour essayer d'identifier en fait les classes. Donc avec ces méthodes, oui. Vous pouvez faire des pondérations. Tout à fait. Sur le principe général de celui-là, c'est qu'il n'y a pas de pondération. Mais on peut faire une pondération sur les modèles, on peut, voilà. Après, il existe, pour ça, il existe toute une combinaison, vous pouvez inventer des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, le SVM, ça date d'il y a longtemps, c'est-à-dire 60, 70, mais il y a encore des articles qui sortent actuellement sur les SVM, où ils essaient d'améliorer encore les SVM pour répondre aux problèmes qu'ils ont encore. Donc d'autres types de SVM qui sont un peu particuliers, qui répondent aussi à certains problèmes. Il y a le premier, c'est le One SVM. Donc le One SVM, c'est de se dire, là, je vous ai parlé 2 classes, 3 classes, n classes, mais il y a le cas une classe. C'est bête, mais il faut le traiter quand même. Et là, on peut pas faire de frontière non plus, puisque voilà, on a une séparation. Donc l'idée, c'est de se dire, on a juste une classe et on n'a pas d'exemple négatif. Donc on peut pas définir la frontière avec une séparation. Donc c'est un SVM un peu particulier. Donc là, ces SVM-là, on va pas les expliquer aujourd'hui parce que c'est spécifique, c'est un peu des nouvelles mathématiques qui sont associées là-dessus. Donc les principes sont un peu plus compliqués. De même, le weight SVM, donc c'est de se dire, le SVM en fait, il a un point négatif, c'est que en gros, dû à la contrainte de souplesse, de séparation qu'on a relâchée, le problème c'est que il va favoriser la classe où il y a beaucoup de données par rapport à celle de la classe qui a de petites données. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ce qu'on a parlé dans tous les problèmes, quand on a très peu de données dans un coin et beaucoup dans un autre, généralement les algos ils préfèrent prendre là où il y a plein de données. Parce qu'il se dit, je fais des erreurs, mais très peu en fait sur ça, et un peu sur ça, mais comme il y en a très peu sur ça, je fais pas beaucoup d'erreurs. Voilà. Le principe, c'est de dire, plus j'ai de données, je vais favoriser le gros. Il faut éviter ça. Donc en gros, l'idée, c'est de définir un poids. Donc là aussi, ça va être un des systèmes de poids où on va dire, je vais pour éviter ça, je vais favoriser le petit. Donc il y a un calcul qui est fait automatiquement dans l'algorithme qui va calculer ce poids automatiquement en fonction des données. Voilà. Donc c'est pas juste un coefficient qu'on met un peu au hasard, quoi. Il y a un calcul qui est fait derrière pour calculer en fait ce poids exact. Est-ce que c'est clair? Donc on va arriver aux avantages et inconvénients du SVM. Voilà. Donc les avantages, dès que vous avez une séparation très nette entre les valeurs, c'est l'idéal parce qu'en fait finalement vous n'avez pas aucun coefficient à gérer, c'est ce qu'on disait. Là, nous, êtres humains, on arrive à bien le différencier puisqu'on définit des lignes droites ou en choisissant le bon kernel, vous allez pouvoir déterminer la séparation.
Donc dès que vous avez une bonne séparation, nous êtres humains on sait bien le faire, le SVM sait très très bien le faire aussi. Voilà. Donc il a une capacité aussi en grande dimension. Donc souvent sur les problèmes, en fait, de façon générale, ce qu'on appelle à grande dimension, c'est les propriétés qu'on associe à une personne, par exemple à une classe. Donc par exemple c'est son poids, sa taille, etc. Si cette dimension est importante, il y a certains problèmes, ça va être compliqué à généraliser. Si vous imaginez un espace, je sais pas, à 1000 dimensions, déjà nous on a du mal à le visualiser et définir des plans à 1000 dimensions, ça n'a pas l'air évident. Le SVM le fait très bien. Et généralement, en fait, la contrepartie de l'augmentation en dimension, c'est l'augmentation des données aussi. De façon générale, sur les problèmes de classification, même que vous rencontrez, généralement, quand vous devez apprendre, plus vous avez de dimensions, plus il faut des données. Et souvent, c'est même exponentiel. C'est-à-dire, si vous voulez rajouter 2-3 en dimension, il va falloir en exponentiel de vos données pour pouvoir avoir une bonne classification. Donc, c'est un vrai problème. Surtout que, pour vous donner un exemple concret, nous, par exemple, dans nos algos, on est de classification, on est à plus de 100 dimensions. Donc, si c'était exponentiel, on aurait des problèmes. Voilà, en termes de données qu'il nous faudrait pour que l'algo marche bien. Donc, le SVM a l'avantage, quand vous avez beaucoup de dimensions, que ça marche. Mais quand même, si vous avez une grande dimension, il faut quand même beaucoup de données. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si vous arrivez à 100 ou 200, voire 1000 en dimension, c'est pas avec un jeu d'échantillons 200 ou 200 paramètres que vous allez avoir des bons résultats. Donc, ce qu'il faut retenir de façon générale, plus vous montez en dimension, plus il vous faut des données en entrée d'apprentissage. D'échantillons. Donc, en gros, le troisième avantage, c'est que le SVM a quand même une bonne généralisation parce que les concepts sont assez simples. C'est ce qu'on voit, en fait, c'est juste des séparations. Donc, finalement, même avec très peu de données, on peut commencer à avoir des résultats. Bien sûr, plus vous avez de données, plus vous allez avoir un meilleur résultat sur votre algo. Mais si vous avez très peu de données, il peut quand même résoudre le problème. Avec une performance qui est amoindrie, mais il le résout. Il y a certains problèmes, d'autres algorithmes qui vont pas du tout marcher. C'est-à-dire ça donne n'importe quoi. Moins bien que de l'aléatoire, quoi. Donc voilà. Donc aussi dans la partie pratique informatique, en fait, on minimise la mémoire. C'est un algo très simple. Comparé par exemple au deep learning où il va falloir avoir des gros réseaux de neurones qu'il faut avoir stockés, là on stocke juste des coefficients d'une droite. Donc c'est super simple et quand vous l'avez en mémoire, c'est très petit. Donc en général, on n'a pas trop de problèmes. Sur le deep learning, on peut avoir des problèmes parce que là il faut enchaîner quand même les mégas. Là, ce serait au moins du méga pour stocker vos données, quoi. Donc ça peut être un avantage dans certains cas. Voilà, donc ce qu'on disait aussi, il y a une robustesse donc des observations vs les variables. Finalement, sur les SVM, il y a très peu de variables. Ça qui est bien, c'est qu'en gros, c'est ce qu'on a vu. Il y a le choix du kernel. Pour chaque kernel, il y a 1 ou 2 paramètres. Il y a le coefficient de souplesse. Vous avez 3-4 paramètres à régler. Donc c'est assez simple en fait. Plus vous avez de paramètres à calculer, plus il vous faudra des données. C'est ça qu'il faut retenir. Donc le SVM, il a très peu de paramètres. C'est facile à calculer, très peu de données et c'est robuste. Donc c'est ce qu'on disait, les traitements non linéaires. Donc même si vous avez des séparations non linéaires, c'est ce qu'on a vu. Avec les noyaux, on y arrive. Non paramétrique, c'est-à-dire qu'il y a très peu de paramètres. Donc on est robuste aux cas aberrants. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans vos données, souvent vous avez des cas aberrants. Parce qu'en gros, vous allez recevoir vos données, vous allez les traiter de façon aléatoire, vous allez être une base de données. Généralement, vous ne le faites pas à la main, votre base. Vous allez télécharger ou faire des choses comme ça. Et souvent, vous avez des points aberrants. Et donc ces points aberrants, ils peuvent vraiment poser problème dans certains cas. Et donc l'avantage du SVM, c'est qu'avec le coefficient, il vient supprimer les points aberrants. Il existe d'autres méthodes pour supprimer les points aberrants, mais le SVM est quand même un peu robuste là-dessus. Voilà, donc il y a eu quand même beaucoup de travaux sur le SVM, et on a montré qu'il y avait vraiment des très bonnes performances sur le SVM. Donc c'est pour ça que par exemple, nous, on l'utilise, le SVM, parce qu'il y a des bons résultats. Après, vous pouvez rentrer avec des spécificités, plus vous comprenez votre problème, plus vous pourrez peut-être définir une méthode qui est meilleure que le SVM. Mais déjà, le SVM, ça vous donne déjà un très bon résultat. Enfin, c'est ça qu'il faut retenir. En termes de perfo, vous testez le SVM sur la classification. Si ça marche pas, vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail, mais là, il va falloir rentrer dans le problème. Voilà. Ou tester d'autres classifieurs. Voilà. Donc, le paramétrage aussi permet d'être souple. Donc, il est résistant à ce qu'on appelle au surapprentissage. C'est ce qu'on disait avec les méthodes de cross-validation. Comme on a très peu de paramètres, plus les méthodes qu'on a présentées avant, vous n'allez pas overfitter. Donc overfitter, c'est dire vous avez plein de points et
L'exemple le plus simple d'overfitting, c'est que vous avez 3 points, vous pouvez trouver n'importe quelle courbe en x2 qui va passer par ces 3 points-là. Donc l'overfitting, c'est dire, vous avez plein de paramètres, avec plein de paramètres, j'arrive à faire passer n'importe quoi. Donc l'overfitting, plus vous avez de paramètres, plus vous allez converger vers une valeur, et ça va pas donner de bons résultats. Les inconvénients. Malheureusement, c'est pas magique, donc il y a toujours des problèmes. Donc plus votre taille de données est grand, plus ça prend du temps de calcul. C'est ce qu'on voit, c'est que derrière il y a un problème d'optimisation à résoudre, donc vous allez avoir plein d'équations à résoudre. Donc même si derrière c'est des méthodes itératives qui permettent de résoudre ce problème d'optimisation, ça prend un peu de temps quand même. Faut pas le négliger. Bon, ça dépend après le cas pratique. Par exemple, nous dans notre cas, le données d'apprentissage, on le fait à certains moments ponctuels, on n'est pas en temps réel sur l'apprentissage. Nos nombres de données sont raisonnables encore, donc on n'a pas ces problèmes-là. Mais si vous attaquez un énorme données et vous voulez du temps réel, là, ça va pas être simple. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut tenir en tête. Si vous avez des zones, dans le cas pratique, si vous avez des zones où vous pouvez dire « Ok, j'apprends et après j'utilise le modèle », le temps, c'est pas un problème parce qu'avec les machines d'aujourd'hui, c'est généralement pas un problème. Donc pour vous donner des ordres de grandeur, nous, l'apprentissage, il se fait en quelques secondes, quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas contraint, quoi. Voilà. Donc les méthodes de résolution, après il y a d'autres méthodes de résolution qui permettent de résoudre ces problèmes-là, c'est que quand on a la base d'observation qui est très élevée, c'est la capacité aussi mémoire qui peut augmenter. On peut avoir des problèmes de gestion mémoire si on a vraiment énormément de données. Bon, c'est un peu pareil pour tous les algorithmes, mais si vous tapez des millions d'équations à résoudre, là ça fait mal, quoi. Surtout que vous allez travailler sur des matrices. Et donc sur les matrices, si vous les faites un peu naïvement, derrière, par exemple, vous faites une inversion de matrice, ça va vous tuer, quoi. Donc il existe des méthodes qui permettent de résoudre ça dans certaines librairies, donc voilà, il faut bien choisir, quoi. Donc le principe du SVM, finalement, c'est de se dire que la frontière, elle a une information. C'est ce qu'on se disait, c'est qu'on arrive bien à séparer les données. Donc les frontières, en fait, c'est comme si on définissait, on disait, on a un seuil. Donc on a une frontière qu'on peut dessiner, et cette frontière a vraiment du sens. Mais parfois, quand vos données sont bruitées, cette frontière-là, elle n'a pas de sens. C'est-à-dire c'est des données qui ont été bruitées, et voilà. Donc vous allez vous matcher sur les données bruitées. Donc c'est comme si on a une frontière, il y a du bruit, et finalement, la frontière, on ne sait pas trop où la mettre. Parce qu'en fait, il faudrait comprendre exactement ce qui se passe à la frontière pour définir la vraie frontière. Voilà. Donc, si vos données sont très bruitées au niveau de la frontière, vous pouvez avoir des problèmes. Parce que vous allez, par exemple, si la frontière a un peu de bruit, vous allez la prendre trop grande et vous allez au final dire, vous allez généraliser un peu trop. Donc, vous allez avoir des problèmes dans le cas concret. Voilà. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que les données bruitées, vous pouvez vous dire, si vous avez les données, il y a certains points que j'exclus, etc. Mais si c'est vraiment bruité, ça ne marchera pas très bien. Parce qu'il faut comprendre vraiment la notion du bruit. Et donc l'algo, comme je l'ai présenté, il est tellement simple du point de vue géométrique qu'il ne va pas comprendre que c'est du bruit. Voilà. Donc le SVM, c'est un algorithme aussi de géométrie. Mais il ne calcule pas une probabilité. Vous verrez souvent dans toutes les méthodes de classification, il vous donne une probabilité. On vous dit, on a tant de probabilités d'être dans ces classes-là. Le SVM, il n'y a pas de probabilité, c'est juste gauche-droite. On peut vous dire, on est à peu près à cette distance-là de la frontière, mais on ne vous donnera pas une vraie probabilité au sens statistique du terme. Donc, il a des méthodes, vous verrez, dans certaines librairies. Donc, moi, j'utilise des librairies où ça calcule une probabilité. Mais la probabilité, c'est une astuce. C'est juste, ils prennent la distance à la frontière et ils viennent calculer une probabilité. Ils normalisent cette distance, en fait, avec une exponentielle. Donc, c'est une fausse probabilité. Donc, après, derrière, il ne faut pas l'utiliser dans d'autres algos comme une vraie probabilité. Ça paraît un peu bête dit comme ça. Mais en fait, il y a des algos qui ont besoin d'avoir une vraie probabilité pour bien marcher. Et si vous inventez une probabilité, ça va donner n'importe quoi. Donc, vous pouvez calculer cette probabilité pour l'indiquer, dire voilà, ça correspond à ça. Mais si derrière, vous comptez d'utiliser cette donnée-là comme dans une chaîne algorithmique, ou une chaîne où on va utiliser différentes probabilités qu'on va converger dessus, là, ça peut ne pas marcher. Donc voilà, c'est un peu la contre-performance des SVM sur ça. Donc, parfois, dans certains cas, ce qu'on disait, c'est difficile de choisir les paramètres, mais si vous utilisez de la cross-validation, etc.,
vous verrez que ça va résoudre déjà tous ces problèmes-là. Mais dans certains cas, c'est pas décidable. Et quand c'est pas décidable, ça veut dire que le SVM, vous prenez un kernel ou un autre. Si les scores sont identiques, voilà, c'est un peu bizarre. Si vous avez par exemple un kernel linéaire et un kernel exponentiel qui a à peu près le même résultat, vous pouvez vous dire, tiens, SVM, ça n'a pas très bien marché sur mon cas, quoi. Donc il faut faire attention à ça. Donc le traitement des multiclasses, c'est bien sûr une question ouverte, parce que là, je vous ai présenté des astuces de SVM où on dit, voilà, on va séparer avec différentes stratégies, mais ça répond pas exactement au problème. C'est-à-dire que ce problème-là, on n'a pas encore un article qui vient dire, on l'a résolu pour les SVM. C'est pour ça qu'il y a d'autres méthodes qui sortent. Donc les librairies SVM. Donc concrètement, le SVM, vous n'avez pas de problème. C'est-à-dire dans tous les langages à peu près, vous allez tomber sur votre librairie. Donc vous inquiétez pas si on vous dit à un moment, tiens, je veux utiliser SVM, vous tapez sur Internet, c'est tellement connu qu'il y a plein de tutoriels. Donc sur ça, vous n'aurez aucun problème. Donc en C++, il y a SVM Online, MySVM, HeroSVM, CGT, je vais pas tous les faire. Parce que ça prend l'importance, vous avez du Java, du Python, du MATLAB. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a certaines librairies qui, par exemple, dans notre cas de figure, par exemple, nous, nos tests, par exemple, on va les faire avec Python. Et ensuite, on va passer en C++ pour l'implémentation. Donc, on utilise une autre librairie. Donc, pour les tests, c'est suivant de votre choix. Si vous voulez faire de l'apprentissage, un peu configurer votre SVM pour comprendre ce qui se passe, ça peut être utilisé un langage simple d'implémentation avant de s'attaquer à un langage un peu plus complexe. Donc, c'est plus un choix, on va dire, de stratégie. Là, et je pense que vous avez l'habitude avec la programmation. Voilà. Donc, en bibliographie, il y a différents articles. Donc même il y a des articles qui datent de 2012, on a d'autres articles qui datent de 2015. Donc voilà, il y a une littérature très complète. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? J'en ai une déjà. Est-ce que vous pourriez vous présenter tous les deux, parler de votre parcours, etc. D'accord. Si vous ne l'avez pas fait. Ah oui. Moi je suis David Dugroux, donc je travaille donc à Emergence depuis à peu près 1 an. Donc mon parcours en fait c'est un parcours. J'ai fait d'abord de la mécanique, donc à l'université de Toulouse. Donc c'est très loin de ça. Donc c'était de la mécanique pour tout ce qui est l'aéronautique, donc tout ce qui est aérodynamique, thermique, etc. Donc après un master 1, donc je suis allé en école d'ingénieur, donc j'ai fait l'école des mines de Paris. C'est un peu une école un peu généraliste d'ingénieur. Donc on voyait un peu de tout, mais il n'y a rien de spécialité. Donc après, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'informatique et les mathématiques. Donc je suis rentré après mon école, je suis rentré à Airbus, dans une filiale dans le domaine de la défense, où je développais des algorithmes. Donc des algorithmes en C++, aussi bien en Java. Donc c'était des algorithmes d'optimisation, de filtrage, etc. Donc avec une partie aussi logicielle importante. Donc après je suis parti dans l'expérience startup, donc changé de grand groupe où j'ai fait 7 ans, Airbus, à une petite startup où on est 6 maintenant. Donc voilà. Oui, moi c'est Anan. Bon, j'ai fait un diplôme d'ingénieur à l'université libanaise. Après j'ai fait un master en interaction homme-machine. Donc j'ai travaillé sur la détection automatique de comportement humain, comme la détection de regard et la détection d'expression faciale. Après, je suis partie en robotique, en interaction homme-robot aussi. Mais là, c'était la détection, par exemple, aussi de comportement humain, mais plus haut niveau, comme l'état mental de la personne ou l'engagement. À quel point les utilisateurs ils sont engagés et intéressés par le robot, parce qu'il fait le robot et dit. Et là, ça fait 6 mois que je suis avec à Emergence, où je travaille sur la robotique autre que l'interaction homme-robot. Ce qu'il faut savoir, donc à Emergence, il y a une partie, on va dire, navigation du robot autonome, puisque c'est ce que je disais, le robot doit circuler dans une maison de façon complètement autonome. Donc on va construire une carte et ensuite naviguer dans cette carte. Donc c'est ce qu'on appelle du SLAM, du point de vue technique. Et je travaille aussi sur la partie, on va dire, tout ce qui est traitement d'image, puisque sur le robot, en fait, on a plusieurs caméras. On a une caméra qui est à 360, qui voit tout autour de lui, et une caméra haute résolution qui permet de reconnaître les visages. Donc en fait, on va faire détecter, par exemple, les personnes.
C'est déjà un premier point, parce que détecter une personne d'un chat, déjà, il faut le faire. C'est déjà une première étape. C'est ce qu'on revient à la partie classification au début. Et ensuite, on a des parties d'algo qui vont déterminer, après, reconnaître le visage, identifier la personne. Voilà. C'est dans ce cas-là qu'on va par exemple avoir des SVM, choses comme ça. Voilà. Oui. Merci. Juste une question par rapport au choix que vous avez fait de vous réentraîner en fait à chaque fois. Donc vous avez pas mal de puissance de calcul premièrement à avoir. Mais si on avait vu d'autres conférences où les gens avaient fait le choix de prendre des réseaux neuronaux qui étaient déjà entraînés, de couper à l'endroit qui les intéressait et de créer des classes à partir de là. Donc c'est un choix qui semble complètement différent de celui que vous avez fait. Alors, enfin, sur la classification, alors, je ne sais pas dans quel cadre ils ont utilisé cet algorithme-là. Nous, par exemple, dans nos algorithmes, on utilise aussi du deep learning. Donc, on a des traitements en deep learning, toute la chaîne à peu près d'identification en deep learning. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi du deep learning sur de la classification qui donne, mais en termes de score, ça donne pas forcément des meilleurs résultats. Donc après là, on a utilisé le SVM, mais en fait j'ai travaillé à des méthodes, on va dire en interne, je ne peux pas trop détailler, mais en gros qui sont particulières. C'est-à-dire que c'est ce que je disais aussi, votre SVM c'est un outil générique. Donc ça marche très bien, ça peut avoir de très bonnes performances. Mais dans certains cas, vous allez avoir d'autres problèmes qui vont apparaître, et vous allez dire votre SVM il n'est pas suffisant. Par exemple le SVM, ce que je disais, il a un problème, c'est que il généralise pas assez il généralise trop dans les systèmes ouverts. Donc dans un système ouvert, vous avez un inconnu, qui est notre cas de figure. Par exemple, vous avez un inconnu, là ça marche pas. Donc derrière, vous pouvez essayer d'analyser vos données pour essayer de dire, finalement mon problème, mes données elles sont organisées comment. Et donc là, vous devez comprendre vraiment comment fonctionnent vos données. Et donc là, vous pouvez gagner de la perfo. Mais sur le deep learning, c'est une méthode un peu courante qui sont utilisées. On a testé aussi des algorithmes de classification deep learning, mais ça donnait pas forcément de meilleurs résultats. Voilà. En termes de puissance de calcul, donc nous on a des calculateurs, mais tout est embarqué. On n'a rien qui est dans le cloud, donc on a quand même des calculateurs qui sont pas super puissants. L'ordre de grandeur des calculateurs, c'est ce que vous avez sur votre téléphone. Donc il faut faire tourner tout ça sur le téléphone. On utilise aussi du GPU, parce qu'il y a quand même des algorithmes quand même compliqués à faire tourner. Mais voilà, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas une puissance de calcul monstrueuse. Donc c'est aussi un problème qu'on rencontre. Donc on galère un peu aussi. Oui, bonjour. Je me demande comment vous faites avec votre petite machine pour... vous avez l'image qui arrive de la caméra. Comment vous faites pour extraire des données que vous pouvez passer au SVM? D'accord. Donc dans l'extraction de votre image, la première étape, ça va déjà dans l'image de détecter la partie qui vous intéresse. Donc, c'est la première partie de l'algorithme, vous allez détecter par exemple le visage ou la personne. Une fois que vous avez détecté le visage, par exemple, dans les algorithmes classiques, c'est que le visage il peut être tourné dans n'importe quel sens, vue de profil, vue de face. Donc il y a des méthodes pour redresser le visage ou faire ce genre de choses. Et ensuite, vous avez des méthodes, c'est ce qu'on parlait au tout début sur OpenCV, par exemple, vous avez des méthodes qui vont extraire les features. Donc ils vont déterminer en fait, finalement, les points caractéristiques dans l'image qui correspond à exactement vous. Donc, en gros, ce champ-là de recherche est très très vaste. Donc, il y a plein de solutions dans OpenCV. Et il y a aussi du deep learning qui marche très bien. In English, sorry. So I'm interested in your data collection process. I understand that the robot is quite small, so it's actually looking down, looking up from down below. So you kind of have some kind of interesting image, whereas the normal photos would be taken at eye level. You actually be seeing people from below. So you must have kind of different kind of data, right? How do you go about collecting that? If I understand well, the problem is when we are below and want to look upside. Yeah. You think that data is not working, in fact? Well, I think it sort of requires different kind of data, right? Because photos taken from eye level would be kind of different from photos taken from, on the ground. In our experiment, we don't find some difficulty about that. In fact, what we want first is to detect the person at 3 meters, 5 meters. And when you are very far,
angle is more sorry. The angle is possible to have the person like we see in front of the camera, because when you want to see the robot like that, there are no a lot of angle, in fact. Okay. And when you are very close to the robot, it's not a problem to identify the person because you said you know this person. The objective of the robot is to be at a long distance of the person before to understand who it is, who it is. Because if the person is too close to the robot, some people then can kick it, and we don't want it. Okay. Thank you. Je voulais savoir du coup à propos des SVM, est-ce qu'il y a un intérêt à faire du si on a un grand nombre de dimensions par exemple, est-ce qu'il y a un intérêt de faire de la réduction dimensionnelle avec une ACP ou quelque chose comme ça avant pour Tout à fait. Exactement. Donc en gros la problématique c'est que plus vous avez de dimensions, il faut voir si votre dimension finalement contient de l'information. Bon, il y a des méthodes effectivement qui disent vous avez plein de vecteurs, vous avez plein de données, mais vous savez pas quelles données sont pertinentes. Donc l'idée générale, c'est de se dire, est-ce que déjà dans toutes ces données-là, est-ce que je peux faire déjà un travail de simplification pour supprimer les données qui sont peu utiles ou qui contiennent peu d'informations. Donc il y a effectivement ces méthodes-là, que je recommande, d'utiliser, qui permettent de supprimer les données. Donc après, il faut faire attention quand on utilise ces méthodes-là, à quand même pas supprimer toutes les informations utiles, parce que dans certains cas, il faut bien le configurer. Il faut le faire attention, quoi. C'est pas juste mettre des paramètres, parce que souvent, vous pouvez trouver des librairies, par exemple, qui font ça. Donc vous vous dites, tiens, je vais mettre ça, je mets un paramètre, je vais taper au hasard. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire des tests pour voir ce que ça donne. Parce qu'en gros, sur ces tests-là, vous allez avoir quand même le résultat que vous pouvez voir quel taux d'information vous avez perdu. Dans l'idéal, c'est aussi de dire si vous avez des données, essayer de comprendre ces données. Donc si déjà vos données pour chacune des dimensions, vous pouvez les comprendre. Donc par exemple pour une personne, c'est sa taille, c'est son poids. Là, en tant qu'humain, vous pouvez vous dire, tiens, cette donnée-là est pertinente ou pas. Dans certains cas, vous ne pourrez pas. Donc là, il faut utiliser des méthodes automatiques parce qu'en gros, les données n'ont pas d'informations pour un être humain, on ne peut pas savoir à quoi correspond. Dans ce cas-là, les méthodes automatiques sont conseillées, quoi. Quand on achète votre robot pour la première fois et qu'on l'installe chez soi ou même dans une entreprise, comment est-ce que vous faites pour entraîner le robot à reconnaître quelqu'un? Je l'ai à ma maison, est-ce que je upload 100 photos de moi sous tous les angles, d'en bas, comme disait la personne en anglais, d'en haut, de loin, de près, ou comment ça se passe? Alors l'idée générale, c'est que en tout début, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'installation. C'est ce qu'on essaie de vendre sur le robot, simplifier la vie à l'utilisateur. C'est qu'on va démarrer le robot et le robot va circuler dans la maison. Donc en circulant, en fait, il va prendre des visages en fait au fur et à mesure du temps. Il prend des visages. Sur votre téléphone, vous allez avoir comme une liste de contacts. C'est comme si vous avez... j'ai reconnu cette personne-là, celle-là, elle va avoir 100 images, 200 images. Et ensuite, on va dire, ces personnes-là, je les autorise ou pas. Donc c'est plus ce principe-là de dire, voilà, le robot circule, il collecte les informations au fur et à mesure, et au bout d'un certain moment, sur votre téléphone, vous verrez, tiens, cette personne-là, moi je l'ai identifiée, je sais qu'il y a vraiment cette personne-là. On peut mettre un nom ou quoi que ce soit, et on l'identifie de cette façin-là. Voilà. Et est-ce qu'il y a besoin au début que l'utilisateur fasse un double check? Par exemple, il va identifier par erreur ma sœur au lieu de m'identifier moi. Est-ce qu'il doit intervenir l'utilisateur pour C'est ça. En fait, sur l'application, en fait, nous, ce qu'on va avoir au départ, c'est donc les images. Donc après, un personne expert, on va dire, pourrait dire voilà, le robot a considéré que c'est la même personne. Et donc après, à la main, on peut dire non, cette personne-là, je me suis trompé, etc. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on utilise des algorithmes qui vont permettre d'éviter justement les mismatchs, enfin les mauvaises correspondances, en considérant qu'on a l'information continue. C'est-à-dire que, vous voyez, on a cette personne-là, je sais que c'est toujours la même personne, je sais que c'est toujours la même personne, ça s'arrête, j'ai eu quand même un jeu d'informations, un jeu d'images où je sais que c'est la même personne. Donc après, voilà, il y a des traitements à faire pour faire les correspondances, etc. Une dernière et après je passe le micro. Est-ce que vous coupez ça avec des données du type j'ai l'habitude à ce que le père dans la maison rentre à telle heure à la maison, les horaires normales pour être dans la cuisine, etc. Exactement. Donc l'idée c'est il y a d'autres informations qu'on utilise pour effectivement déterminer la personne arrive à peu près cette heure-là. Donc c'est déjà un critère d'identification. Donc on sait que dans ce cas-là on va pas sonner brutalement d'un seul coup. On va essayer d'apprendre petit à petit quand les gens arrivent chez eux et quand ils partent. Voilà, pour démarrer automatiquement.
Et du coup, vous collectez constamment des informations à propos des personnes, mais est-ce que vous avez une sorte de decay des données? Est-ce que les photos plus anciennes, par exemple, ont un poids plus faible ou sont éliminées au fur et à mesure et vous renouvelez l'ensemble et vous avez un pool de photos idéal en termes de quantité d'images ou ça fait qu'augmenter? L'idée, c'est qu'en fait, effectivement, que ça change au fur et à mesure du temps. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les algorithmes, par exemple, de reconnaissance de visage, choses comme ça, elles se basent sur le visage et pas sur les cheveux. Donc, par exemple, les cheveux, on les change trop, enfin, ça bouge un peu trop. En plus, entre un homme et une femme, en général, il y a plus de cheveux pour les femmes, donc la configuration, c'est impossible. Donc, en fait, les données sur le visage sont utilisées en recherche parce que ça change très peu. En plus, le visage, en fait, il va être différent aussi suivant l'illumination. Donc, ce qui va y avoir aussi important, c'est l'illumination dans laquelle on voit la personne. Donc, il y a toutes ces informations-là, et donc, effectivement, au fur et à mesure du temps, on vient supprimer les images anciennes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'apprentissage, en fait, avec le SVM, par exemple, ou certaines méthodes particulières, elle peut être rapide, ou même dans le cas de notre robot, nous, en fait, quand le propriétaire est là, on peut aller se garer dans un coin, et là, on a du temps calcul. Donc, on peut mettre à jour le robot régulièrement, sans que ça soit, en étant que ça soit transparent. On n'a pas besoin d'avoir du temps réel là-dessus. Donc, les mises à jour des modèles ne sont pas un problème. Lorsque vous avez des invités, vous désactivez le robot ou vous mettez une configuration que pendant les 2 heures qui suivent, il n'a pas à reconnaître les visages? Alors l'idée, c'est que on considère que dès que il vous a identifié, il sait que vous êtes à la maison, il va considérer que toutes les personnes qui sont autour, pour l'instant, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on fait l'hypothèse que quand vous êtes à la maison, il n'y a pas de problème. Donc on va pas faire d'alerte, même si on ne le reconnaît pas, on va juste le stocker. Et ensuite, à un moment, vous verrez apparaître sur votre téléphone la personne en disant tiens, c'est une personne et peut-être je l'autorise. Donc l'idée, c'est que vraiment on puisse autoriser la personne, même suivant certains créneaux erreurs. Bon, par exemple, on part en vacances, on donne les clés à un ami pour, par exemple, le chat ou les plantes, etc. Et là, on va dire tant qu'il est là, c'est bon, je l'autorise, puisque je suis parti en vacances. Et quand je reviens, par exemple, s'il revient un week-end alors que je m'attendais pas qu'il vienne, là c'est un peu bizarre, quoi. Voilà. Donc ça peut être appliqué aussi à tout ce qu'on veut, en fait. C'est juste, on peut définir aussi des créneaux horaires. Et effectivement, quand il y a du monde, on peut choisir de dire non, on l'exclut. Par contre, en termes d'application aussi, donc là j'ai parlé de sécurité, mais par exemple, on peut avoir aussi pour les personnes âgées. Il faut savoir, c'est que les personnes âgées, elles peuvent être influençables. On en a vu beaucoup dans la presse où il y a des personnes qui arrivent à 2, il y en a un qui discute avec la personne âgée, l'autre qui fait le tour de la maison pour voir les choses intéressantes et voler. Et donc là, en fait, on peut dire, par exemple, envoyer un message, par exemple, au fils ou quelque chose comme ça, pour dire un membre de la famille, pour dire, attention, il y a un étranger qui est avec mon père ou mon grand-père, etc. Donc ça peut être aussi appliqué dans ce sens-là. Suivant la configuration, c'est de la configuration du robot. C'est pareil quand on est chez soi, on veut pas forcément que le robot il circule, parce qu'il y a des caméras, les gens n'aiment pas forcément avoir des caméras chez eux. Un peu aussi, l'idée du robot, c'est pas avoir des caméras partout chez soi. Parce que les caméras, on sait que ça peut se pirater. Hein. Je pense qu'on est tous au courant. Et donc l'idée, c'est que le robot, il se garde dans un coin. Et donc il n'y a que si on veut vraiment le mettre, par exemple, je sais pas, on a une super maison et on a la piscine et on a une piscine dans son jardin. C'est pas à Paris, hein. Mais quoi que vous en avez une à l'étage, il me semble, de jacuzzi. Mais voilà, l'idée, c'est que le robot, il reste dans son coin, quoi. Sauf quand vous êtes pas là, quoi. Mais alors, justement, quand... Ah oui, j'ai oublié ma question. Bon, c'est pas grave. Ça reviendra. Ouais. En fait, comment on fait le robot? On doit lui dire qu'on s'en va ou il détecte tout seul qu'on est sorti? Alors l'idée générale, c'est effectivement que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il essaie de détecter vos habitudes, choses comme ça. Donc l'idée, c'est effectivement que vous pouvez le commander en disant je pars ou pas. Donc c'est quand même le plus précis, puisqu'en gros, quand vous partez, vous êtes sûr que juste au moment où il est parti, il va détecter que, il ne peut pas détecter à la seconde près que vous êtes parti. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le robot, il écoute aussi l'environnement de la maison, et s'il commence à voir qu'il n'y a pas de bruit, il va se lancer. Surtout s'il connaît à peu près votre heure, puisque plus il va détecter en fait finalement que c'est à peu près à cette heure-là que vous partez, plus il va se démarrer automatiquement. Donc effectivement, du point de vue général, vous n'avez pas besoin de l'éteindre, l'allumer. Dans certains cas précis, si vous voulez être sûr et certain que le robot démarre à la minute près où vous êtes parti, là, effectivement, vous pouvez le faire à la main. Mais sachant qu'il y a des capteurs de son dans le robot, donc il y a eu traitement aussi de son,
qui peut dire tiens, dans la maison il n'y a plus de bruit, peut-être qu'il faut que je fasse un petit tour pour voir ce qui se passe, quoi. Donc voilà, on laisse un peu de latence parce qu'en gros, parfois vous êtes chez vous, faites pas de bruit, mais voilà. C'est bon, la question est revenue. Donc, vous dites que les caméras, ça peut se pirater, mais le robot, il peut pas être piraté, parce qu'à un moment, vous dites que on voit les photos sur son téléphone portable, donc il y a des connexions avec l'extérieur. Tout à fait. Donc l'idée générale, c'est que sur le robot, nous, on va concentrer quand même une grosse partie sécurité sur le robot. Donc déjà, il y a la partie que vos données sont pas transférées dans le cloud. L'idée, c'est que vous pouvez faire des connexions. Et donc les connexions sont que montantes, c'est-à-dire qu'en gros, c'est que il y a une identification quand même du robot avec le serveur, et le robot sait est-ce qu'il est piraté ou pas piraté, mais est-ce qu'il se connecte ou pas à la bonne zone, quoi. Au bon serveur, quoi. Mais effectivement, tout est piratable, on va pas se le cacher. Je vais pas vous vendre en vous disant que c'est impossible à pirater. Mais en gros, on va faire de gros efforts là-dessus. On fait aussi des efforts sur la sécurité des données, c'est-à-dire qu'en gros, toutes vos données sont en local. On va encrypter aussi les données. Donc l'idée, c'est pas que vos données, par exemple votre carte de votre maison, le visage de vos enfants, soient partagés. On essaie de faire tout ce qu'on peut sur la sécurité, quoi, avec les technos qui sont actuels, quoi. Et du coup, à propos de votre robot, vous êtes déjà en train de le vendre, en train de le développer, où vous en êtes exactement au niveau du produit? Alors, on est encore en phase de prototypage. Donc on a fait déjà une preuve de concept. Donc la preuve de concept, c'est montrer en gros qu'on peut faire le produit qu'on veut faire. Donc là, on a commencé bien avancé sur les algorithmes, par exemple en vision, en navigation. Et donc l'idée, c'est qu'en gros, on a gagné un concours de Futur en scène. En fait, c'est un concours pour Futur en scène qui est en juin, qui est un salon. Et donc dans le cadre de son concours, on va montrer un peu le proto, ce qu'on appelle pré-industriel. Donc dans le proto pré-industriel, c'est donc un robot qui est proche de l'industrialisation. Donc en fait, on intègre les différents composants, les différents algorithmes sur la même plateforme, et on fait fonctionner le robot. Donc on est encore en phase de prototypage, et on veut faire une industrialisation pour un objectif de vente d'ici à la fin d'année. Voilà, c'est un peu l'ordre d'idée. Voilà. Une petite question. En fait, par exemple, dans mon cas, je porte des lunettes, mais parfois j'ai des lentilles aussi. Est-ce que votre robot, il arrive à me reconnaître Tout à fait. En fait, sur le visage, effectivement, ce qui est un problème, c'est que parfois, effectivement, on a différents problèmes, en fait, des lunettes, choses comme ça. Et donc, notre stratégie, en fait, c'est faire ce qu'on appelle du multimodal. Donc, on dit, voilà, le visage, c'est pas toujours suffisant. Parce qu'en gros, on peut se tromper, il peut avoir une certaine qualité, l'angle qui est mauvais, l'luminosité, vous avez des lunettes. Donc, on va utiliser d'autres informations, par exemple le son, ou savoir que voilà, vous êtes un peu habillé de cette façon-là, vous avez cette structure de corps-là. Donc, on a différentes informations qu'on va fusionner et qu'on va définir c'est vous ou pas. Donc, en fait, finalement, dès qu'on a identifié, on peut faire aussi un cas avec ou sans lunettes. On va pouvoir vous identifier. Effectivement, en faisant que juste le visage, on peut avoir des problèmes. Voilà. Donc, c'est un peu une stratégie qu'on met en place. Et donc, si quelqu'un arrive avec il a imprimé une photo d'un des habitants de l'appartement qu'il a trouvé, et avec un masque devant la tête, ça donne quoi? Vous avez essayé? Alors l'idée, c'est effectivement que déjà il faut imprimer le masque, donc il faut connaître quand même la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a les voleurs opportunistes, il y a les voleurs connaisseurs, mais il faut quand même arriver à un certain niveau pour arriver à ce niveau-là. Donc avec Facebook. Avec Facebook, on la trouve effectivement, mais ça veut dire que déjà le voleur est bien renseigné sur vous. Généralement, c'est pas toujours le cas. Voilà, ça commence à un niveau de voleur plus quoi. Voilà, on peut le dire. Et en gros, en fait, effectivement, on va pas se le cacher sur les algos de visage. En fait, que le visage pour l'instant c'est qu'en 2D, donc il va se faire avoir sur le visage. Par contre, il y a d'autres informations où c'est ce qu'on disait sur le multimodal, ça permet aussi de comparer. C'est-à-dire, si par exemple il a que le visage, mais que par exemple vous êtes petit et la personne elle est immense, il va dire tiens, c'est bizarre quand même. il a pris des hormones de croissance ou quelque chose comme ça en une soirée, c'est un peu bizarre. Donc il y a d'autres informations qu'il peut utiliser pour faire ça. Effectivement, s'il a ce qu'il faudrait, sur le robot aussi, on a une caméra de profondeur. Donc on a en fait la notion de savoir si c'est en 2D, 3D. Donc il faudra avoir l'information aussi. Donc je n'ai pas les ordres en tête, mais si on a une certaine distance, par exemple si on a 3 ou 4 mètres, on peut voir le visage aussi en 3D.
Par contre, on n'a pas encore vérifié si le nombre de pixels était suffisant pour dire si la surface qu'on voit est 2D ou 3D. Et vous allez me dire, si on prend l'image et qu'on la colle comme ça devant le visage, voilà, ça commence à être dur. Mais voilà, si on fait un masque du visage, ben, on peut avoir des problèmes. Mais voilà, c'est à un moment donné, encore la machine n'est pas encore capable de savoir si c'est un masque ou un visage. Voilà, on n'a pas encore. Ce sera pour la version V5. On utilise aussi le contexte. Par exemple, si le robot il sait que l'habitant il est en vacances et il y a quelqu'un qui vient avec un masque, donc c'est sûr que c'est pas l'habitant. Donc là, on a commencé un travail de recherche sur quel genre d'informations contextuelles qu'on peut utiliser pour justement renforcer l'identification des personnes. Une dernière question. Oui, je voulais savoir si le robot, il est capable de détecter des gens, mais bon, ça reste quand même rare. Enfin, des intrusions, je sais pas. Est-ce qu'il est capable de détecter des négligences, style des fenêtres qui sont restées ouvertes, le four qui reste allumé alors qu'il n'y a plus personne dedans, ou le gaz qui est encore ouvert, ou enfin, des choses comme ça? C'est une très bonne question. C'est quand même très pratique parce que c'est le plus courant. Tout à fait. Donc effectivement, le robot, c'est une de ses fonctions que je n'ai pas dit. Il détecte les fenêtres ouvertes et il vous envoie une alerte sur les fenêtres ouvertes. Donc l'idée, c'est ça. Donc il voit aussi les négligences, c'est ce que j'avais dit au tout début. Donc il détecte les accidents domestiques, style de l'eau qui circule ou un risque d'incendie avec des flammes, choses comme ça. Le problème sur les gaz, parce qu'on s'est posé aussi la question des gaz, parce qu'il y a plein de gaz quand même qui sont nocifs qu'on pourrait détecter. Il y a quand même pas mal de gaz en fait qui montent. Et donc le robot, comme il est au sol, ben voilà, il est pas aussi fort qu'un chien au niveau du nez et il va pas pouvoir capter le gaz. Et donc en gros, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait sur le robot, en fait, il y a des sons, il y a du son quand même. Et si votre alarme, parce que maintenant on a des alarmes par incendie et que votre alarme incendie a en plus des détecteurs de certains gaz, on peut détecter que ça sonne. Et on pourra pas détecter effectivement que certains gaz parce qu'en gros on est au niveau du sol. Exactement. Donc ça, on pourrait détecter. Pour l'instant, sur la première version, je pense pas qu'on aura cette fonction-là. Mais c'est une des fonctions envisagées. Le robot s'appelle E4. Voilà. Donc c'est E4. Donc c'est E4 en anglais, parce qu'en gros, il y a une petite storytelling, comme on dit. En fait, E4, si vous prenez le mot en français, les efforts, c'est en fait c'est les Grecs. Ça vient du grec et c'était les protecteurs dans la grec antique. Donc en fait, il y a une liaison entre effort et fort. Donc c'est pas juste le terme anglais en fait. Voilà. D'accord. En fait, effectivement, l'idée, parce que là on travaille sur le premier prototype, l'idée c'est effectivement qu'on puisse se connecter avec les capteurs de la maison. Parce qu'effectivement, il y a, ça va par exemple se brancher avec un système de sécurité. Donc, qui détecte par exemple la présence, choses comme ça, où le robot pourrait dire, ben voilà, j'ai une présence, paf, je vais aller vérifier ce qui se passe. Ce qui est assez pratique, puisqu'en fait, finalement, les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, ils installent plein de caméras un peu partout, et dès qu'il y a une alerte, paf, la personne va voir ce qui se passe, quoi, pour être sûr. Bon après, voilà, sur les détecteurs, il faut faire attention, parce que si c'est un détecteur présence et qui croit que le robot c'est aussi une présence, voilà. Mais donc c'est un peu bête, hein, mais il y a ces détecteurs qui n'arrivent pas à détecter un chien ou un chat, ils vont le confondre. C'est pour ça qu'en gros, voilà. Et on souhaite se brancher effectivement au système d'alarme à terme ou à d'autres capteurs, quoi. Voilà. Des objets connectés, on pourrait simuler de la présence, etc., quoi. Il y a plein de fonctions qu'on a pensé, mais oui. Pour le gaz, c'est ce qu'on disait, c'était plus au niveau du son, parce que généralement ces capteurs-là, en fait, ils sonnent une alarme et le robot peut détecter qu'il y a une alarme qui a sonné, en fait. Une question un peu différente. Vous disiez que votre produit n'est pas encore commercialisé. Peut-être que vous travaillez dessus depuis quelques mois, peut-être un peu plus d'un an, j'en ai aucune idée. Comment est-ce que vous vous financez, puisque nous, il y en a peut-être certains d'entre nous qui ont envie de se lancer comme ça. J'imagine que l'idée est apparue à un moment, vous vous êtes dit allez, on s'y met. Et voilà, comment vous faites pour survivre pendant les premiers mois jusqu'à vos premiers clients? Alors, pour l'instant, on est principalement sur fonds propres. Donc effectivement, au tout début, c'est un peu difficile. Ensuite, en fait, il y a quand même pas mal de concours, des subventions qu'on peut obtenir. Donc, par exemple, il y a la BPI sur des on va dire des objets innovants, enfin des produits innovants. Vous pouvez doubler votre capital. Donc, ils vous doublent votre capital, ce qui est intéressant, quoi.
Donc, si vous mettez 50 000 euros, il vous en donne 50 000 euros, quoi. Donc c'est assez intéressant d'avoir ça au début. Il y a différentes aides. Vous pouvez avoir aussi des concours. Donc par exemple, nous, on a gagné un concours. Donc le concours, ça nous permet de développer quand même pas mal. Donc voilà. Donc après, nous, on était sur fonds propres et là, on va prochainement faire, on va dire, une levée de fonds, auprès d'investisseurs, parce qu'effectivement, les fonds propres, ça va à un moment, mais c'est bien d'avoir aussi des investisseurs qui apportent un peu de bouffée d'air. Je voulais savoir, est-ce que vous visez juste les particuliers, aussi les professionnels ou les entreprises en mode avec un robot, mais du coup qui se déplacerait pas pour embêter tout le monde? Alors, on vise les particuliers, donc c'est la fonction principale, et aussi les entreprises. Donc, par exemple, les entreprises, souvent, ils ont des open space ou, on va dire, pas des hangars, mais tous des bureaux d'intérieur, les musées, etc., les collectivités, où justement, là, il y a des problèmes de sécurité parce que l'installation de caméras est coûteuse, etc., les restaurants, etc. Et donc, on vise aussi ce marché-là. Voilà. Pour détecter les intrus. Ce qu'il faut savoir aussi pour la détection d'intrus, en fait, dès qu'il a détecté un intrus, le robot, il a un retour vidéo, donc il vous prévient, il y a une alarme, et il y a aussi des flashs. Un peu comme les lampes torches militaires qui éblouissent. Donc l'idée, c'est d'essayer de repousser la personne. C'est pas juste dire coucou, je t'ai détecté, quoi. Ouais, parce qu'au niveau des entreprises, en fait, tu aurais l'occasion d'utiliser tout le réseau de caméras pour justement, vous avez tout à fait. Là, c'est des algorithmes qui vont utiliser, mais pas besoin de robots et vous avez tout ce qu'il faut en fait, et pas besoin de robots. C'est pour ça. C'est ça. Il y a des caméras effectivement. Après, c'est une histoire de temps calcul aussi. De puissance de calcul, etc. Donc effectivement, on peut appliquer juste avec les caméras tous nos algorithmes, puisqu'en gros c'est un peu général, mais après c'est aussi d'autres produits, quoi. On s'attaque à de l'installation, etc. Nous, l'idée c'est de faire un robot qui permette justement d'éviter toutes ces installations, puisque c'est comme si en fait on avait, au lieu de mettre des caméras, on avait finalement des petits chiens qui se promenaient en permanence, quoi. Donc on va dire dans une entreprise, vous aurez plusieurs robots qui discuteraient entre eux de voir ce qui se passe. Donc l'idée, on pourrait même faire des robots coopératifs, voilà, qui vont, il entend un truc, donc il y a 2 robots qui vont voir ce qui se passe, etc. Le déplacement, il peut gêner. Effectivement, il y a ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a on parle du déplacement du robot, il y a aussi des algorithmes pour tenir compte du déplacement humain, pour justement éviter de gêner. Voilà. Il y a ça aussi à développer. Beaucoup de choses à développer. Il détecte aussi les gens qui tombent au sol ou qui seraient en situation, par exemple pour les personnes âgées, une personne qui resterait au sol pendant longtemps, il détecte que c'est anormal, il pourrait contacter l'extérieur pour lancer une alerte. Voilà. Pour l'instant, effectivement, dans la première version, en fait, on a pensé aussi à ça. C'est beaucoup demandé aussi pour les personnes âgées parce qu'effectivement, quand elles tombent au sol, en fait, souvent elles ont des bracelets pour détecter qu'il y a un risque au sol. Parfois, elles oublient de mettre le bracelet. Parfois, les gens ne veulent pas dire à personne il faut prendre un bracelet. Donc aussi, on attaque aussi ce marché-là par dire voilà, ça vous protège la sécurité. En plus, à terme, ça pourra détecter les chutes. Pour l'instant, la première version, ça ne détectera pas la personne, mais on aura tous les capteurs qui font. Donc après, ça sera plus de la mise à jour logicielle, etc. pour permettre de faire ça. Merci beaucoup. Bon, merci.